Salut Internet, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale dédiée aux villes abandonnées. On va donc voyager aux 4 coins du monde et découvrir ensemble 7 lieux complètement dingues, 7 lieux pleins de vie qui ont, au fil du temps et pour plein de raisons, sombré dans l'abandon, dans l'oubli. Dans les ténèbres. J'en fais peut-être beaucoup. Et en vrai, cette vidéo, elle est assez spéciale parce qu'elle est réalisée en collaboration avec 20th Century Studios à l'occasion de la sortie du film La planète des singes, le nouveau royaume. Le film se passe dans des paysages somptueux où les hommes ont pratiquement disparu de la surface du globe et où les singes ont pris le pouvoir. Les effets spéciaux sont dingues, c'est fait par Weta, la même boîte qui a créé les effets visuels d'Avatar, la voix de l'eau. Ça sort le 8 mai au cinéma, c'est dans 3 jours les gars. En plus ça tombe un jour férié, alors rendez-vous mercredi dans votre cinéma le plus proche. C'est parfait pour une petite journée entre amis ou en famille. Pour vous convaincre définitivement d'aller le voir, voici un petit aperçu, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Un virus a rendu les singes intelligents et a failli tous nous tuer. Cet endroit est une création humaine, pleine d'idées humaines. Il n'a jamais été fait pour les singes. Il l'est aujourd'hui. Ils ont enlevé ma famille. Je sais où ils conduisent ton clan. Je les ramènerai chez nous. Ensemble, vous mourrez. Non, ensemble, fort. La planète des singes, le nouveau royaume. Franchement, après avoir vu ça, si vous me cherchez mercredi, vous savez où me trouver. On commence notre petit voyage en Chine, et plus précisément sur l'île de Shengshan, à l'est du pays. Je voudrais vous parler de ceci. Ces drôles de petites formations que vous voyez là sont en réalité des maisons recouvertes de végétation. C'est magnifique et ça donne au lieu une aura très particulière. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? L'histoire est assez simple. C'était un ancien village de pêcheurs qui a prospéré dans les années 50. À son prime, il a accueilli jusqu'à 3000 habitants et pas moins de 2000 pêcheurs. Le ratio est assez impressionnant. L'économie du village s'est rapidement développée et a attiré des bateaux de plus en plus gros, mais le port est devenu de plus en plus petit pour le nombre de bateaux, et peu à peu, le lieu a été délaissé. Donc dès les années 90, le village était en partie abandonné. Aujourd'hui, il est considéré comme un village fantôme et il est surnommé par les Chinois le village du magicien d'Oz. À part quelques personnes qui gèrent le lieu, les seuls gens que vous trouverez sont essentiellement des touristes. Et bon à savoir, depuis quelques années, l'entrée du village est payante. Et selon cet article, vous ne pouvez pas vous balader librement. Il faut suivre un parcours balisé. Pour ceux qui voudraient quand même s'y rendre et profiter de l'expérience à fond, vous pouvez prendre le ferry depuis le port de Shanghai et surtout, pensez à y aller lorsque la saison s'y prête. Parce que j'ai vu des photos lorsque les feuilles n'ont pas encore poussé et même si l'aspect ville fantôme reste cool, on n'est clairement pas dans le même délire. Voilà, c'était une petite mise en bouche nature, balade pour commencer la vidéo, ça fait du bien, surtout quand on connaît notre prochaine destination. Si vous aviez allumé votre poste de télévision à la fin du mois d'avril 1986, vous auriez pu tomber sur ça. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, l'explosion d'un réacteur de la centrale de Tchernobyl en Union soviétique. Faut-il craindre l'éventualité d'une explosion nucléaire ? Le nom qui revient partout, c'est Tchernobyl, mais la ville la plus proche, celle qui a vraiment subi de plein fouet la catastrophe, s'appelle Pripyat, et elle est située à moins de 3 km des réacteurs. Cette cité de presque 50 000 personnes avait d'ailleurs été construite en 1970 pour les besoins de la centrale. Et c'est le moment où je dois casser un petit peu du mythe quand même. La vie en URSS à l'époque, c'était pas tout gris. Certes, il y a le côté totalitaire du régime et tous ses travers, mais au quotidien, dans les années 70-80, pour les citoyens, c'était plutôt ok. À Pripyat par exemple, la ville était très bien équipée, avec des écoles, une université, un hôtel, un cinéma, des restaurants, des attractions, des magasins de cartes, enfin tout le confort moderne finalement. Ce qui fait que quand la ville s'est retrouvée dans la zone d'exclusion de 30 km, les gens ont été dévastés. Surtout que, quand on les a forcés à évacuer le 27 avril 86, on leur a un tout petit peu mytho. Les communiqués annonçaient que c'était qu'un départ temporaire. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы. Просим соблюдать спокойствие. Comment vous dire qu'avec un niveau 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, aka l'échelon maximal, il n'y avait aucun monde dans lequel l'endroit était réinvesti. Encore de nos jours, la ville reste inhabitable.
Malgré la bonne dose de radioactivité, la nature a repris ses droits et a fait de Pripyat un cliché en termes de ville fantôme. Je veux dire, vous avez certainement déjà vu passer des vidéos de personnes qui s'y rendent pour faire des vlogs ou quoi, les images sont à chaque fois époustouflantes, la vibe est incroyable, on ressent vraiment la panique de l'époque, l'évacuation d'urgence, la catastrophe, l'apocalypse. Mais ouais, vous attendez pas à vous retrouver solo hein, si vous y allez, il y a vraiment la dose de touristes qui s'y rendent chaque année. Je vais encore vous parler d'Angkor. Retour en 1860 au Cambodge. Niveau contexte, ce qu'il faut retenir, c'est que la France de Napoléon III est en pleine expansion coloniale en Indochine et que la majorité du territoire est encore à explorer pour les Occidentaux. Parmi les Français qui sont allés sur le terrain, il y a le botaniste et explorateur Henri Mouhot qui était parti de base étudier les papillons et qui a finalement découvert des papillons certes, mais surtout le site d'Angkor, dans la province de Siem Reap. Enfin découvert par des Occidentaux, hein. Il y avait quand même des locaux qui vivaient juste à côté. Et surtout, il n'a découvert qu'une toute petite partie, parce que l'ensemble des monuments issus des différentes capitales s'étale quand même sur plus de 400 km². C'est 4 fois Paris, hein. Voilà. Les premières installations sont construites dès la fondation de l'Empire Khmer au début du 9e siècle. La première capitale a été bâtie sur la montagne Phnom Kulen, située à 40 km d'Angkor Wat, le temple le plus connu et présent sur le drapeau du Cambodge, mais il n'en reste pas grand chose. En fait, le plus vieux bâtiment encore visible d'Angkor, c'est celui-ci, Preako, érigé en 880. Forcément, les temples, leurs sculptures, les racines dans les pierres, etc., c'est ce qu'on retient le plus. Et pourtant, le truc le plus important à Angkor, c'est l'eau, absolument centrale pour comprendre les croyances, la culture et surtout la prospérité du royaume. Faut dire qu'il y avait un sacré système hydraulique, constitué de canaux, de digues, de réservoirs qui ont permis de développer les cultures et de répondre aux besoins de la population qui frôlait, selon les estimations, près d'1 million de personnes à son apogée entre le 12e et le 14e siècle. C'est tellement énorme qu'on considère Angkor comme la plus grande ville du monde pré-industriel. Mais malheureusement, selon les dernières hypothèses, ce serait cette même eau qui serait responsable de l'abandon progressif de ce site. Au cours du 14-15e siècle, la région connaît une très forte période de sécheresse, puis de très fortes moussons qui vont provoquer des grosses inondations que les structures de la ville ne sont pas parvenues à gérer. Angkor était donc sur le déclin. Le sac de la ville par le royaume d'Ayutthaya en 1431 a ensuite fini d'achever l'Empire Khmer, dont le pouvoir fuit à Phnom Penh. Quoi qu'il en soit, Angkor gardera peut-être toujours une part de mystère. Voici un lieu que vous avez probablement déjà vu en photo sans forcément connaître son histoire. Il fait partie des bucket list de nombreux photographes. Bienvenue à Kolmanskop, en Namibie. Inlassablement mangé par le désert, ce lieu semble voué à disparaître. Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable des villes fantômes et son histoire est dingue. Si vous la connaissez pas, écoutez bien. Elle commence véritablement en 1908, lorsque des colons allemands trouvent sur place des gisements de diamants. La ville se développe alors extrêmement vite, au point de devenir une des plus riches au monde. À son apogée, elle produisait environ 1 million de carats par an, ce qui représentait plus de 10% de la production mondiale à l'époque. C'est gigantesque. Et puis il faut vous imaginer, perdu dans le désert, loin de tout, au milieu de rien, une des villes les plus riches au monde, c'est totalement improbable. Même pour y aller en termes de transport au début 19e, c'était pas encore ça. Et puis on trouvait absolument tout à Kolmanskop. La classique triplette, boulangerie, école, hôpital, mais aussi le trio un peu plus insolite, casino, bowling, théâtre. D'ailleurs, concernant l'hôpital, il possédait carrément une machine à rayon X. Pour l'époque, c'était quelque chose. Mais je vous l'ai dit, Kolmanskop était surtout connu pour ses diamants. Il y avait juste à se baisser pour en récupérer. Vous devez vous dire, vivre là-bas avait l'air assez dingue. Alors, peut-être, mais pas pour tout le monde. En tout cas, pas pour les ouvriers qui étaient obligés de vivre dans des conditions plutôt précaires. Et puis la fameuse super machine à rayon X, elle aurait surtout servi à voir si les employés n'avaient pas avalé quelques diamants en rentrant de leur pause. Auquel cas, un petit laxatif bien puissant était nécessaire pour évacuer tout ça et récupérer la précieuse cargaison. Finalement, lorsque la source s'est tarie, la ville a rapidement décliné. Les gens avaient pas grand intérêt de rester dans le désert s'il y avait pas de diamants. Elle a définitivement fermé dans les années 50, même pas 50 ans d'existence. Et aujourd'hui, comme sur l'île Chengshan, la nature reprend tranquillement ses droits, ce qui donne lieu à des paysages étranges, mais magnifiques et fascinants.
Autre lieu tout aussi fascinant, mais à l'histoire assez dramatique, le village de Jamana. Il faut se rendre à l'ouest de la Roumanie, en pleine campagne. Là-bas, vous tomberez sur un endroit absolument magnifique, mais faites très attention car la couleur de l'eau n'a rien de naturel. À la fin des années 70, le dictateur Ceausescu a pour ambition de créer une des plus grandes mines de cuivre d'Europe. Il fait donc construire Roșia Poieni, et l'une des conséquences d'une telle décision a impliqué le sacrifice de Jamana, à 17 km de là. L'endroit où se trouvait le village a été réquisitionné afin d'en faire, pour le dire simplement, la poubelle de la mine. C'est ici qu'ont été stockés tous les déchets toxiques, eau, boue, pierres, résidus, produits chimiques, etc. Et c'est assez surprenant de choisir un tel lieu parce que à l'époque, Jamana était l'un des villages les plus riches de la région. Il accueillait environ 400 familles, ce qui correspondait à pas moins de 1000 personnes. Ces dernières ont été encouragées à déménager et motivées par la promesse de grosses compensations financières, un relogement à quelques kilomètres seulement. Dans la réalité des faits, la situation a été assez différente. La plupart des familles ont dû partir loin et avec très peu d'argent. La production de cuivre a véritablement commencé dans les années 80 et à peine quelques années plus tard, le sort de la région était déjà scellé. Depuis, le niveau des eaux polluées n'a cessé d'augmenter, le sol est contaminé, la faune, la flore sont malades. Aujourd'hui, certains bâtiments sont à moitié sous l'eau et on aperçoit juste le sommet du clocher de l'église. Malgré tout ça, il reste une vingtaine de personnes dans les environs de Jamana. Mais leur vie est très compliquée à cause des conditions environnementales. Cap maintenant sur le Pérou pour partir à la quête de la cité Inca Choquequirao. Elle est située à 50 km à vol d'oiseau du très touristique Machu Picchu et contrairement à ce dernier, s'y rendre n'est pas une mince affaire. Vaut mieux être en forme, être de la team rando, tente, réchaud, avoir une petite âme d'aventurier parce qu'avant d'accéder à cette merveille laissée par la civilisation précolombienne, il faut se rendre à plus de 5 heures de Cusco en bus, monter à pied ou en taxi jusqu'à Capulioc, puis se taper un petit trek de plus de 2 jours jusqu'au Graal à plus de 3000 mètres, ça se mérite. Et c'est peut-être pourquoi le site n'a jamais été découvert par les conquistadors. Et tant mieux, car il a servi de bastion à la résistance Inca. Malgré tout, l'Empire Inca a succombé aux attaques espagnoles, entraînant l'abandon de ce site spectaculaire, mais sa conservation est incroyable. Dites-vous, elle a été construite à flanc de montagne au cours du 15e siècle, et c'est un petit bijou. Regardez ces représentations de lamas sur les murs des terrasses agricoles, c'est un cas unique dans tout l'Empire Inca. Si on se concentre sur la cité en elle-même, l'un des trucs les plus fascinants, c'est définitivement l'ensemble de canaux et d'aqueducs qui traversent les différents quartiers de la ville et qui prennent source dans le glacier Corihuayrachina, situé ici derrière la montagne à plus de 1000 mètres. Et je suis pas encore arrivé au meilleur, ce plateau. Ah, il a l'air de rien comme ça, et c'est normal, car c'est au solstice qui prend tout son sens. Lors de ces événements astronomiques, on peut constater depuis cet endroit que le soleil se lève et se couche sur des lieux sacrés chez les Incas, comme le glacier là au nom imprononçable. Un point qui expliquerait le choix de cet emplacement pour le moins compliqué. En fait, les archéologues pensent que Choquequirao a été principalement construite pour symboliser et démontrer le pouvoir divin d'un empereur Inca, probablement Pachacutec. En gros, un lieu qui dit « Les gars, c'est moi le plus fort ». Pour finir, je voulais vous parler d'une ville qui, aux yeux de son pays, n'existe plus. Je sais, c'est plutôt intriguant. Je fais référence à Wittnoom, célèbre en Australie pour le scandale sanitaire qui a précipité sa chute. Au début des années 40, l'extraction d'amiante bleue commence dans la région de Pilbara, en Australie occidentale. Un peu comme à l'image de Pripyat, la ville de Wittnoom est construite pour accueillir les ouvriers. Elle se développe dans les années 50 et 60 jusqu'à devenir la plus grande ville de la région. Jusqu'à 20 000 personnes vivaient ici et pas moins de 7 000 employés ont travaillé directement pour l'entreprise qui exploitait l'amiante. À l'époque, la mine était l'unique fournisseur du pays, mais en 1966, c'est officiel, l'exploitation a fermé. Et les principales raisons évoquées sont doubles, baisse du prix de l'amiante et manque de rentabilité. Pour ce qui est des problèmes de santé, ils étaient connus, mais ils n'ont jamais constitué une raison valable pour fermer le site. Au fil du temps, ce dernier, d'environ 50 000 hectares, est devenu une zone contaminée et des mesures radicales ont donc été prises. Dans un premier temps, évacuer Wittnoom et ensuite rayer la ville des cartes. En 2006, le gouvernement d'Australie occidentale a donc fermé la ville et coupé l'électricité afin de pousser les gens à la quitter. Aujourd'hui, les panneaux que l'on trouve dans la région alertent surtout de la présence d'amiante, du danger et des menaces auxquelles les passants s'exposent à venir traîner dans la zone. Et en ce qui concerne le nombre de décès directement liés à Wittnoom, les chiffres varient entre 1200, 2000 et plusieurs milliers de travailleurs. Certains présentent même cette catastrophe comme le Tchernobyl australien. Aux dernières nouvelles,
nouvelle, les derniers bâtiments qu'abritait Withnum devaient être démolis en 2023. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je vous remercie évidemment de l'avoir regardé. Je vous rappelle que le film La planète des singes, le nouveau royaume sort au cinéma le 8 mai, c'est mercredi là. Alors hésitez surtout pas, organisez-vous une sortie, foncez le voir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut Internet.